Alors, je vais vous raconter, en fait, non pas l'histoire de la batterie en elle-même, mais plutôt l'histoire des éléments de la batterie. Pourquoi ces éléments sont retrouvés, finalement, agglomérés pour fabriquer cet instrument dont tout le monde s'accorde à dire que c'est une batterie. Batterie est un mot, d'ailleurs, qui ne veut rien dire, puisque c'est un mot qui veut dire réunion d'éléments. Comme on dit batterie de cuisine, batterie de voiture, c'est un terme générique. Et ces termes génériques, on va les retrouver, d'ailleurs, à peu près partout dans l'histoire de la batterie, qui n'a pas été inventée par un ingénieur ni même par un musicien, mais qui a été inventée dans une pratique populaire, pragmatique, qu'on va aborder un peu plus tard. Au commencement est le tambour. Partout où il y a civilisation, il y a tambour. Pour toutes les activités humaines les plus intenses, c'est-à-dire la danse, la guerre, la communication avec les esprits des morts, les esprits de la nature, la communication avec le village d'à côté, les rituels d'initiation. On trouve des tambours fossilisés datant du Paléolithique, des pièces de bois incurvées avec des trous en placement régulier qui, très probablement, servaient à tendre une peau animale pour en faire un tambour. Pour nous, l'histoire commence avec les croisades, quand les chevaliers francs ramènent de Palestine 2 tambours arabes, la nakara et le tabor. La nakara, c'est un tambour demi-sphérique et avec une seule peau dessus. C'est ce tambour-là qui va devenir le tambour de l'aristocratie à cheval. C'est ce qu'on voit encore maintenant dans la garde républicaine, la musique de la garde républicaine, avec 2 timbales montées sur un cheval. À l'époque, c'est la percussion de la cavalerie. On a dit des observateurs de la dernière bataille des croisés, c'est-à-dire la bataille de Saladin. On dit que 500 000 nakara étaient montés sur 500 chameaux et que ça avait donné le signal de la bataille finale, c'est-à-dire un gigantesque roulement dans le silence du désert. Cette percussion va devenir à la fois la percussion de l'aristocratie à cheval, puis de l'orchestre symphonique. Le tabor, quant à lui, c'est un fût en bois avec déjà 2 peaux, une de chaque côté, et un timbre sous la peau de frappe qui permet tout simplement d'avoir un son plus percutant et qu'on entende plus loin. C'est le tabor qui va devenir donc le tambour, et le tambour, ça va être l'instrument du peuple, l'instrument de l'infanterie, l'instrument des gens de tous les jours. Voyez. Au Moyen-Âge, on joue le tabor ou un tambour qu'on appelle le tambour provençal, et on le joue généralement avec une flûte dans la main gauche et le tambour dans la main droite. Il faut savoir que le tambour est porté par un baudrier, une sangle, donc il est de travers, forcément, hein. Il ne peut pas être droit, et il est joué d'une main. Il pouvait y avoir évidemment des virtuoses à cette époque, il y en avait certainement, mais on est quand même un peu limité d'une main d'un côté, d'une main de l'autre. Et ce sont les Suisses, les tambours suisses du XIVe siècle, qui vont inventer cette position extraordinaire qu'on appelle la prise tambour. C'est très maladroit de jouer de cette façon de la main gauche. Vous voyez, la main droite, c'est tout à fait naturel, ça tombe sous le sens. La main gauche, par contre, ça oblige à une position qui n'est pas du tout ergonomique. C'est fatigant et c'est pas fluide. Voyez. Les Suisses vont inventer cette histoire absolument géniale de tourner la main vers le ciel, d'y installer la baguette à l'intérieur de la main et de jouer dans cette position-là. Ce qui permet de jouer un tambour même pratiquement à la verticale. Les tambours suisses accompagnent l'armée suisse, qui est en fait une forme de commando. C'était des mercenaires qui se groupaient en petits groupes, en phalanges, et qui avaient retrouvé les techniques de combat d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire des très longues piques de 5-6 mètres de long,
et qui servait à bloquer les attaques de cavalerie. À cette époque, au XIVe siècle, la guerre se fait entre chevaliers. La vraie guerre, ce sont des charges de cavalerie. L'infanterie, c'est ce qu'on appelle maintenant la chair à canon, c'est-à-dire ça n'a aucune importance, ça ne fait pas partie de la stratégie guerrière. Les Suisses vont changer la donne justement parce que eux, leur infanterie équipée de lances redoutables vont permettre d'arrêter les charges. Ils ne sont pas nombreux, c'est plutôt une forme de commando. Et leur tambour ne sert pas du tout à marcher au pas, par exemple, ou à arriver sur les batailles. On voit sur les gravures que les tambours portent leur tambour sur le dos, mais ils jouent pendant les batailles. Et ils vont jouer pour éloigner les mauvais esprits, pour éloigner les fantômes. Ils vont jouer des coups surprenants, des choses comme ça. Moi, étant jeunesman, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire ça dans un tempo régulier. Chez eux, c'est beaucoup plus compliqué. On peut les voir jouer dans la ville de Bâle. Il y a tous les ans un extraordinaire festival de tambours et fifres, puisqu'il s'agit d'un couple. Le fifre, c'est une petite flûte très aiguë qu'on entend très bien dans le vacarme des batailles. Et les tambours bâlois font tous les ans des défilés sur 3 jours et 3 nuits. Et c'est tout à fait surprenant parce qu'ils jouent à l'unisson des mouvements de tambour sur lesquels ils marchent au pas. Mais il se trouve que quand on essaye de marcher au pas avec eux, on n'y arrive pas. Parce que ça n'a rien à voir avec le tambour napoléonien qui, lui, scande avec une grande précision. On ne peut pas mettre les pieds à côté. C'est vraiment fait non seulement pour marcher au pas, mais pour équilibrer le rythme des armées et pour pouvoir calculer à quel moment telle ou telle armée va arriver à tel ou tel endroit. Ça a une fonction tout à fait précise. Les tambours napoléoniens, par exemple, avaient 3 tempos bien définis. Il y avait tempo de marche normale, tempo rapide et tempo très rapide. Le tempo lent n'existait pas. À cette époque, c'était une époque assez intense où quand même les armées parcouraient des distances gigantesques à une vitesse qui nous surprend toujours maintenant, alors qu'ils étaient tous à pied et tenus par les tambours. Le tambour suisse, ça n'a rien à voir. Il joue des phrases assez curieuses qui glissent sur les temps au lieu de les affirmer. Vous voyez, c'est très suisse quand même. C'est à la fois de l'horlogerie et en même temps quelque chose qui est resté magique dedans. Le tambour, qui est donc l'instrument de l'infanterie, va mettre un certain temps à rentrer dans l'orchestre symphonique. Il va commencer à rentrer dans l'orchestre symphonique à l'époque de Beethoven. Beethoven, qui aimait beaucoup Napoléon à ses débuts, mais plus du tout après, notamment quand Napoléon est devenu empereur. Beethoven faisait partie des gens qui n'étaient absolument pas d'accord avec ça. Et il a écrit une symphonie qui s'appelle Vittoria, ce qui était du nom de la première défaite des armées de Napoléon devant l'anglais Wellington. Et dans cette symphonie, qui n'est pas très intéressante par ailleurs, il fait rentrer des tambours qui figurent évidemment les mouvements d'armée. Il fait rentrer aussi une percussion des crécelles qui figurent les coups de fusil, et des grosses caisses qui figurent, bien sûr, les coups de canon. C'est-à-dire c'est de la musique concrète, c'est de la musique complètement figurative. Mais ça va permettre au tambour de rentrer dans l'orchestre symphonique et de devenir un peu plus précis que le tambour militaire de cette époque,
qui est un tambour quand même très rudimentaire, qu'on règle avec des cordes, avec des bagues de cuir. C'est assez approximatif. En rentrant dans l'orchestre, le tambour commence à s'appeler caisse roulante, parce qu'en fait, ça sert à faire des effets de roulement comme ça. Et on va commencer à pouvoir le régler avec des tirants et avec des clés. Quand on arrive à l'époque des grands bricoleurs du métal, dont le plus grand génie était à cette époque Gustave Eiffel, on va commencer à équiper les tambours, les caisses roulantes de cercles en métal, de clés pour pouvoir les régler plus finement, et de timbres, de déclencheurs de timbres, pour pouvoir installer et retirer facilement le timbre, qui devient d'ailleurs un timbre en acier aussi à cette époque-là. Et là, on commence à lui donner le nom, assez stupide d'ailleurs, de caisse claire. Alors caisse, c'est un mot qu'on retrouve tout le temps en français pour une raison un peu étrange, puisque ça n'a franchement rien d'une caisse, c'est un objet rond. Mais bref, c'est ainsi chez nous. Aux États-Unis, en Angleterre, on appelle ça un snare drum, c'est-à-dire le tambour qui a un snare, c'est-à-dire un timbre. Et à partir de là, on a la caisse claire moderne. Le tambour, en 1492, ont lieu deux événements extrêmement importants pour l'histoire du tambour et plus tard l'histoire de la batterie. Le premier événement est passé à peu près inaperçu à l'époque, c'était la découverte de l'Amérique. Mais un deuxième événement, beaucoup plus important pour nous, c'est l'engagement à la cour du roi Henri VII, l'heureux papa d'Henri VIII, de deux tambours suisses. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'à cette époque-là, les tambours suisses sont considérés comme des maîtres internationaux. Et ces tambours vont former les tambours anglais, irlandais, écossais, tout ce langage de tambour qui va traverser l'Atlantique pour se retrouver en Amérique et pour nourrir les colons américains. Et c'est une des origines du jazz. Pour moi, il y a un lien très clair et très direct entre les tambours suisses du XIVe siècle et la caisse claire de jazz du XXe siècle. Alors, ce n'est pas très facile ni à prouver ni à affirmer, puisqu'en fait, il n'y a à peu près aucun témoignage direct de cette époque. Rien n'est écrit, c'est tout à fait interdit. Les musiciens sont cooptés, ils font partie de guildes, qui sont les syndicats de l'époque. Ils ont l'interdiction absolue de donner des cours, de montrer, d'expliquer ce qu'ils font. Tout ça est très secret et très gardé. Ils auraient été absolument épouvantés par Internet et le streaming et toute la gratuité de l'information telle qu'on la vit maintenant. Aux États-Unis, donc, on se retrouve avec un langage de tambour irlandais, écossais, anglais, et qui va nourrir non seulement les colons américains qui font la Révolution, mais aussi les Noirs, pour qui la possibilité d'échapper à leurs conditions d'esclaves dans le Sud consiste à s'engager dans l'armée du Nord. En général, on évitait de leur donner des fusils, parce qu'il fallait les reprendre après, ce n'était pas forcément si simple. Donc, ils ont énormément intégré les orchestres, tambour et fifre, encore une fois. Et d'où le Yankee Doodle, qui est le deuxième hymne américain. Le Yankee Doodle, c'est une chanson anglaise à l'origine, qui disait les colons américains ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas défiler, ils ne savent pas tirer, et on va leur flanquer la pâtée. Les Américains ont repris exactement la même chanson en changeant un peu le texte et en disant on ne sait pas tirer, on ne sait pas s'habiller, on ne sait pas défiler, mais on va vous flanquer la pâtée. C'est exactement ce qui s'est produit, puisque les Anglais ont fini par laisser tomber et s'en aller des États-Unis. Et le Yankee Doodle, c'est donc cette chanson qui fait...
la caisse claire. Le deuxième élément de la batterie, c'est donc la grosse caisse. La grosse caisse ne vient pas du tout d'Afrique, comme on pourrait le croire des fois. L'origine de la grosse caisse, c'est le davul des Turcs. Le davul, c'est un long tambour sans timbre qu'on accroche comme ça avec un baudrier et qu'on joue à cheval ou en chameau et qu'on joue à deux baguettes et qui permettent des effets de son. C'est pendant les guerres incessantes entre le monde chrétien et le monde ottoman, de temps en temps, il y a quand même des accalmies, il y a quand même des visites du grand vizir, du grand Mamamouchi de Molière. Et pendant ces visites diplomatiques, viennent la musique des janissaires. Les janissaires, c'était les gens qui s'occupaient de musique dans l'Empire ottoman. C'était en général des esclaves ou des descendants d'esclaves chrétiens. Et c'était eux qui géraient la musique turque, qui a eu un choc culturel tout à fait énorme en Europe. C'était une musique extrêmement spectaculaire, des bombardes qui jouent extrêmement fort, des sons qu'on entend de très loin, et ces fameux davuls, qui étaient en fait le premier tambour grave que les Occidentaux pouvaient entendre. Et de même que les tambours et fifres suisses, ce système de davul commence à rentrer dans toutes les musiques militaires d'Europe. Malheureusement, les Européens n'ont pas gardé les subtilités rythmiques des rythmes turcs, qui jouaient des choses comme on disait du davul qu'on pouvait l'entendre à des dizaines de kilomètres, ce qui est certainement vrai d'ailleurs dans un monde silencieux, un monde sans voiture, sans avion, sans téléphone portable. Malheureusement, les Français, en appelant ce tambour magnifique « grosse caisse », vont simplifier son utilisation un peu à l'extrême. En général, on va confier ça à celui qui ne sait rien faire et il va se cantonner de jouer... Les Anglais qui appellent ce tambour bass drum vont garder quand même un langage un peu plus riche, un peu plus dansant, un peu plus joyeux pour cette grosse caisse. Et c'est ce style-là aussi qui va venir aux États-Unis. En Amérique, au tout début du XXe siècle, on a les marching bands noirs américains de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est à cette époque un endroit assez extravagant. C'est très riche. Le champagne coule à flot. C'est un port de commerce qui a une activité gigantesque. Il y a quand même 11 orchestres symphoniques dans la seule ville de Nouvelle-Orléans en 1900, dont un entièrement noir. La musique est partout. Et les gens vivent d'autant plus intensément que l'espérance de vie est très basse. C'est un endroit parfaitement insalubre. Des marais partout, de la malaria dans tous les coins, des moustiques à n'en plus finir. L'espérance de vie d'un noir est de 32 ans. D'un blanc, pas beaucoup mieux, 44. Vous voyez ? Les moustiques, dans leur grande sagesse, savent que le sang d'un noir ou d'un blanc est à peu près le même taux de sucre. Et donc, on vit très fort.
À cette époque, dans les marching bands noirs, on considère que le joueur de grosse caisse, c'est le musicien le plus important de l'orchestre. Il est plus important que les tambours et le plus important que les trompettes ou autres, parce que quand on a un joueur de grosse caisse qui swing vraiment, il fait swinger tout l'orchestre et toute la rue. Et les joueurs de grosse caisse, on les connaît. Ils jouent avec des grosses caisses gigantesques, très grandes. Des grosses caisses d'ailleurs qui sont aussi très aiguës. C'est-à-dire pas une fréquence grave, indiscernable du point de vue de la note. Un son comme celui-là, vous voyez, des notes, il y en a plusieurs, on peut les retrouver. C'est une sorte d'amas de fréquences. Les grosses caisses de cette époque des marching bands noirs, certains jouent en fa, d'autres en sol. C'est-à-dire que la grosse caisse est suffisamment aiguë et résonante pour qu'on entende très précisément une note, vous voyez, à un ton près. Il y avait à cette époque-là un grand joueur de grosse caisse qui s'appelait Benny Williams. Et lui, il était assez voyou, il avait une vie assez compliquée. Et il passait souvent son temps en prison pour bagarre, tapage, tout ce qu'on veut. Et assez fréquemment, on venait le chercher en prison pour qu'il vienne jouer dans l'orchestre et on le ramenait après. Vous voyez, il était très connu, il était considéré comme le grand joueur, il avait son nom en gros sur sa grosse caisse, tout ça. Quand il est mort, alors il a eu une vie assez courte, il a été tué par une maîtresse jalouse qui lui a tiré dessus. À son enterrement, 900 musiciens ont joué. Et je me suis toujours dit, quel heureux peuple fait des funérailles nationales à un joueur de grosse caisse. Magnifique, non? Alors à cette époque-là, donc, caisse claire, grosse caisse, généralement un troisième percussionniste joue les cymbales frottées les unes contre les autres, vous voyez. Et les marching bands montent dans ces grands bateaux blancs, les bateaux à aubes du Mississippi, parce qu'il faut y faire la fête, il faut qu'il y ait de la musique, pour que les gens dansent, se fatiguent, boivent beaucoup, etc., dépensent l'argent, jouent aux cartes. Et c'est pas très facile de faire monter un big band entier dans un bateau, ça manque de place. Et à cette époque-là, les chefs d'orchestre commencent à demander aux joueurs de caisse claire, éventuellement peut-être aux joueurs de grosse caisse aussi, de grouper tout ça et de se débrouiller pour jouer tout lui-même. Et apparaît un style qui s'appelle le double drumming. Est-ce que je vais arriver à mettre ça là? Ouais, voilà. Alors ça consistait à mettre la caisse claire sur un pied très penché. Une grosse caisse, les grosses caisses étaient suffisamment grandes pour arriver à peu près à cette hauteur-là. Et l'idée consistait à jouer les deux choses en même temps. Alors, c'est coton à faire, c'est pas facile du tout. Et à cette époque, il y a un jeune batteur qui s'appelle Robert Ludwig, qui est le fils d'un émigré allemand. Et il est engagé pour jouer dans un orchestre, pour jouer ça, le double drumming. Et il n'y arrive pas bien, il n'a pas du tout cette technique-là. Et il se fait remercier aimablement. Heureusement pour nous, au lieu de travailler le double drumming, il travaille sur cette mécanique étrange qui existait déjà depuis quelques dizaines d'années en Autriche, qui est la pédale de grosse caisse. La pédale de grosse caisse est une commande de Gustav Mahler, qui avait quand même quelques problèmes pour faire jouer ses symphonies. Il faut du monde, il n'était pas si riche que ça. Et dans ses symphonies, il y a toujours quelque chose qui se moque des goïs. Vous savez, Mahler était juif, et pour son malheur, justement, dans une Autriche extrêmement antisémite, avec des quotas de mariage juifs, avec tout un tas de métiers interdits aux juifs,
et notamment les métiers les plus prestigieux dans la musique. Et Gustave Mahler s'est converti au catholicisme pour pouvoir accéder à ces charges. Il s'est vengé de temps en temps en jouant, en intégrant quelques fanfares un peu stupides et qui étaient là pour se moquer des goïs bourgeois de son époque. Maintenant, pour jouer comme ça des gags, il n'avait pas très envie de payer non plus 3 percussionnistes. Voyez ? Il a donc demandé à un bricoleur la possibilité pour le joueur de caisse claire de jouer à la fois la grosse caisse et la cymbale avec un pied. Et le type lui avait bricolé une pédale qui avait 2 tiges, une tige qui frappait la grosse caisse et une autre en même temps qui frappait une cymbale accrochée sur la grosse caisse. Ce qui lui permettait de faire cet effet de fanfare, vous voyez. Vous voyez, c'était une pédale tout à fait rudimentaire. Et Robert Ludwig, il va travailler là-dessus et il va inventer une pédale tout à fait géniale qu'il a appelée la Speed King. Cette pédale va être fabriquée jusqu'en 1959. Là, on est en 1908. Et ça a un succès énorme tout de suite parce qu'enfin, les batteurs peuvent avoir une vraie pédale pour jouer vraiment la grosse caisse, pour jouer des phrases, pour jouer des emplacements, tout un langage de grosse caisse qu'on peut jouer au pied avec une pédale moderne, avec une pédale qui fonctionne. Robert Ludwig va fonder la compagnie Ludwig pour vendre sa pédale de grosse caisse, puis plus tard, il va fabriquer des batteries, et ce sera la marque dominante pendant très longtemps. Le point culminant, ce sera évidemment la batterie de Ringo Starr, la batterie des Beatles, qui était une Ludwig pailletée, qui a eu un succès gigantesque dans les années 60-70. Alors, à partir de là, on a un élément tout à fait particulier. C'est un élément qui est tout à fait rare dans l'activité humaine, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans un instrument d'avoir autant de sollicitations du pied droit. Voyez ? On va trouver ça un peu chez les conducteurs de rallye, par exemple, mais qui ont tendance, comment dirais-je, à être un peu on-off. Voyez ? C'est très virtuose, très précis, mais en même temps, c'est tout à fond ou rien. Voyez ? On a un peu ça aussi chez les joueurs de timbales, qui peuvent régler la hauteur, la tension de peau de la timbale avec le pied, avec une précision extrême. La pédale de grosse caisse, c'est quand même autre chose, puisque ça va demander à la fois de pouvoir phraser avec un seul pied, de pouvoir relativement nuancer aussi, et puis ça va demander une endurance, puisqu'après tout, ça consiste quand même à jouer la grosse caisse pendant 1h30, 2 heures. Voyez ?
Là, on a les deux instruments principaux de la batterie, la caisse claire et la grosse caisse avec sa pédale. Le troisième élément, c'est la cymbale. Les cymbales sont aussi anciennes que le contrôle du métal. Les cymbales, on en trouve dans toute l'Antiquité. Il y a une très très belle photo d'une momie d'un batteur égyptien du IIe siècle avant Jésus-Christ, momifié avec sa cymbale. Vous voyez ? Ce qui m'a donné une idée, personnellement, mais bon, on verra ça plus tard. Et donc, les cymbales, on les trouve partout, en Turquie, en Asie. Alors, les Chinois utilisaient beaucoup les cymbales, mais pas comme instrument de musique. C'était des instruments guerriers qui servaient à envoyer des messages aux troupes pour coordonner les troupes et les mouvements d'armée avec des cymbales très particulières qui envoient des sons qui montent ou des sons qui descendent, comme d'ailleurs dans la langue chinoise, qui est une langue à ton. Et ces cymbales donc, permettaient d'avoir un langage tout à fait précis et envoyer des messages précis. C'était des... Vous voyez, des choses un peu comme ça. Voilà, ça n'a pas marché du tout, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on sait qu'au IIe siècle, à la cour de l'empereur de Chine, un orchestre turc avait un batteur qui jouait avec des cymbales. Et il est tout à fait probable que c'est à ce moment-là que la cymbale commence à rentrer dans l'opéra chinois. Mais toujours sous cette forme symbolique, la cymbale, le métal frappé, évoque des esprits, des entités. C'est vrai à peu près partout. Chez nous, le métal frappé, c'est un son religieux, c'est le son de la cloche. Vous voyez, ça arrive très très tôt dans l'histoire de la chrétienté. En Chine, le métal frappé a toute une symbolique très forte. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu malgré lui un ami percussionniste qui accompagnait une troupe de danse contemporaine, avec tout un tas de percussions, dont un gong chinois. Ce gong chinois, il l'utilisait à un moment particulier de la chorégraphie. Ça servait à faire... c'était un point de repère qui servait à la troupe à enchaîner sur autre chose. Et ils font donc ce spectacle à Pékin, devant 4000 Chinois. Et au moment où il prend le gong, il frappe le gong, et là, horreur, 4000 Chinois éclatent de rire. Et toute la troupe est un peu stupéfaite. Lui se demande quoi faire, parce qu'il doit refaire ce son un peu après. Là, il n'ose pas en prendre un autre non plus, en se disant que ça va peut-être perturber les performeurs. Il refait le son, et à nouveau, 4000 Chinois morts de rire, pliés en 8, c'est carrément épouvantable. On lui a expliqué après que ce son-là, c'est le son du tigre ridicule. Vous voyez, c'est pouet-pouet, quoi, c'est un coup de klaxon. Vous voyez, alors que pour nous, c'est très exotique, c'est très mystérieux, très beau. Voilà. Comme quoi, il faut se méfier des codes culturels. Pour ce qui nous occupe, nous, dans notre histoire de la batterie et de la cymbale, un fondeur turc nommé Avedis, dans les années 1400 et des bananes, trouve l'alliage parfait pour fabriquer des cymbales, c'est-à-dire c'est un mélange d'étain et de cuivre, c'est du bronze. Il se trouve que pour les cymbales, quand il y a beaucoup d'étain, ça fait une cymbale lourde, très solide, et qui a un son très aigu et très désagréable. Généralement, les cymbales pas chères sont des cymbales bourrées d'étain, parce que l'étain, c'est moins cher que le cuivre. Et c'est pour ça que les cymbales pas chères sont en général solides et très aiguës et très désagréables, ce qui fatigue beaucoup l'oreille. Quand il y a beaucoup de cuivre, ça fait des belles cymbales chaleureuses, agréables à écouter, mais qui manquent de puissance. Donc, le jeu consistait à trouver l'alliage parfait. C'est ce que Avedis a trouvé en son temps. Et les Turcs lui ont tout de suite adopté son système de fabrication de cymbales et lui ont donné le titre honorifique de Zildjian. Zil pour cymbale, Ji pour fabricant et Yan parce qu'il était arménien. Il se trouve que la marque Zildjian existe toujours, qu'elle appartient toujours aux descendants de la famille Zildjian, ce qui en fait probablement la marque déposée la plus ancienne au monde, toutes catégories confondues. Il y a une marque de cymbales très connue qui s'appelle Sabian, et qui vient du divorce des deux frères Zildjian
historiques, dont l'un a été forcé de s'exiler au Canada et de prendre un autre nom, parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le nom Zildjian. Qui lui, alors maintenant, la fabrique est à Boston, à Quincy, plus exactement, dans la banlieue de Boston. Alors ça se passe à peu près dans les années 20. Il reste un vieux tonton fondeur turc qui a les clés de l'atelier. Il commence à se faire vieux, il fatigue. Et il s'avise qu'il a un neveu à New York, à Brooklyn, qui est Avedis Zildjian, troisième du nom. Et il lui télégraphie en lui disant « Écoute, reviens à Istanbul, je te donne les clés de l'atelier, les secrets de fabrication de nos cymbales, et voilà, tout ça est à toi. » Heureusement pour nous, Avedis dit « Non, je reste ici, je suis très bien ici. » Il vend des bonbons et des jouets, il est tout à fait ravi. Et heureusement pour nous, l'oncle décide d'aller le rejoindre. Ce qui fait que les Américains se retrouvent en plein boom du jazz, des big bands, de la musique, du disque, du musical, du théâtre, etc., etc. Toute une vie musicale qui explose aux États-Unis. Et ils se retrouvent avec, là, chez eux, sous leur fenêtre, avec le fabricant historique de cymbales Zildjian. Il faut dire que les cymbales Zildjian sont connues du monde entier. Les vendeurs de cymbales parcourent toute l'Europe pour vendre leurs cymbales. Berlioz les utilise, Wagner utilise des cymbales Zildjian. C'est vraiment la référence absolue de la cymbale. Alors ça va faire de Zildjian une marque dominante pendant très longtemps, puisqu'ils vont bénéficier de l'essor extraordinaire de la musique américaine. Les Italiens, qui fabriquent aussi des cymbales depuis l'Antiquité, depuis Rome, depuis la Rome antique, auront moins de chance, puisqu'ils vont se grouper en fabricants de cymbales autour de la ville de Pistoia, qui était une ville traditionnelle du fabrication de cymbales. Et ils vont se grouper, ils vont s'appeler UFIP, ce qui veut dire Union des fabricants de cymbales, Piatti pour cymbales. Vous voyez, ils n'ont pas attrapé une méningite ce jour-là. Hein. Et malheureusement pour eux, c'est en 1933, en plein avènement fasciste. Et en général, les fascistes détestent le jazz, puisque le jazz parle de d'une réalisation personnelle à l'intérieur du groupe, ce qui est le contraire même du fascisme, où la réalisation personnelle se fait en fonction du grand chef, du conducatore, du duce, du Führer, de tous les noms qu'ils ont pu se donner. Voyez. Alors, en général, tout l'essor de cette musique-là a été très sérieusement bridé, que ce soit dans l'Italie fasciste ou dans l'Allemagne d'Hitler. Les années 30 n'étaient pas du tout favorables en Europe à ça, alors qu'aux États-Unis, c'était une floraison. La cymbale sur un pied, ça c'est une idée absolument géniale de Berlioz. Berlioz s'intéressait beaucoup aux percussions et malheureusement il a dit une phrase qui nous colle à la peau depuis. Il a dit la percussion c'est tout juste bon à faire danser les singes. Alors, on a tous pris ça sur le dos. En fait, c'est un malentendu. Berlioz s'intéressait beaucoup aux percussions. Il était très agacé par le niveau extrêmement bas des percussionnistes français de son époque. Puisqu'encore une fois, on donnait la percussion à celui qui ne sait rien faire. Ce n'était pas du tout considéré comme des instruments. Alors c'est lui le premier qui a écrit sur une partition qui voulait que la cymbale d'orchestre, vous voyez, qui est frappée l'une contre l'autre avec des sangles en cuir qui permettent de les tenir, de suspendre cette cymbale sur un pied, une structure, n'importe quoi, quelque chose comme ça, et qui permettent de la jouer avec une baguette. Alors, il avait précisé une baguette à tête d'éponge. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les maillotches. C'est pas de l'éponge, c'est du feutre, mais c'était le même système où on n'entend pas l'attaque sur le métal. Et ça servait à faire des sons exotiques comme celui-là. Alors cette invention géniale dans sa simplicité a tout simplement permis au batteur de commencer à jouer la cymbale directement avec la baguette.
et à l'intégrer au système de la batterie. Mes cymbales ne sont pas des Zildjian, ni des Pest, ni d'aucune marque, ce sont des cymbales d'artisans. C'est un artisan français qui s'appelle Serge Sarfati et qui avait cette idée de fabriquer des cymbales en Turquie suivant les traditions turques. Il est allé là-bas, il a intégré un atelier et on lui a filé des plaques de métal. Et il me disait que là-bas, en fait, la qualité de l'eau et du sable est un peu particulière, ce qui fait que le métal a toujours une densité un peu spéciale. Mais le grand travail qu'il a fait, lui, c'est de marteler à la main ces cymbales. Et vous pourrez venir voir tout à l'heure de plus près, ces cymbales sont ruinées de milliers de coups. Et ces coups servent à organiser l'onde à l'intérieur du métal. Il m'expliquait qu'il ne s'agit pas du tout d'une onde circulaire à l'intérieur de la cymbale, mais il y a des zones d'étranglement et d'ouverture qui sont justement contrôlées par le réseau de coups qui sont mis sur la surface du métal et qui donnent la qualité à la cymbale. Alors ces cymbales, à lui, sont magnifiques puisqu'elles ne génèrent aucune harmonique moche. La note est parfaitement droite. Il n'y a aucun sifflement et la note est longue. Vous voyez, si c'était du vin, on dirait que c'est long en bouche. C'est exactement la même sensation. Au début du XXe siècle, on a donc pour les batteurs la caisse claire qui est l'instrument dominant et la grosse caisse qui sert à fournir du grave. Le style classique consiste à jouer une majorité de tambours avec les 4 temps à la grosse caisse qui servent finalement à dire que la Terre est plate. Vous voyez ? Tout est égalisé, les 4 temps sont égalisés. Les contrebasses de cette époque n'ont pas d'amplification, c'est-à-dire que les contrebassistes mettent les cordes loin du manche et tirent très fort, en jouant simple. Et le rumble de l'orchestre est alimenté par cette grosse caisse. Ça, c'est le style dominant. La batterie est là pour fournir du drive, pour fournir du son permanent, du son. C'est ce qui fait tourner la machine. Vous voyez, c'est la salle des machines. C'est à peu près à cette époque-là qu'on voit la seule vraie invention de la batterie, qui est cette pédale, cette petite tour Eiffel. À l'origine, quelqu'un avait eu l'idée assez amusante de placer des cymbales sur une pédale de grosse caisse, ce qui fait que les cymbales étaient à la hauteur du pied du batteur. On appelait ça la sock cymbal, la cymbale chaussette. C'était un peu un gadget, disons, c'était pour occuper le pied gauche. Après tout, puisqu'on a déjà 3 membres en action, pourquoi pas le 4e ? Et ça n'intéressait pas trop les batteurs, c'était un peu vécu comme un gadget. Jusqu'au moment où un bricoleur a l'idée génialissime d'installer un tube, vous voyez, un tube, un ressort à l'intérieur,
ce qui permettait de monter les deux cymbales à hauteur de jeu. Alors le principe est assez simple, hein, il y a un ressort dedans. Quand on n'appuie pas sur la cymbale, sur la pédale, les deux cymbales sont ouvertes. Quand on appuie, on les plaque l'une contre l'autre. On peut donc les plaquer à moitié. Alors vous voyez, là c'est bien fermé. Là c'est semi-ouvert, donc on a ce son un peu sale, ce son de métal un peu particulier des deux cymbales qui frottent l'une contre l'autre. Et ça va donner un des sons les plus caractéristiques du jazz. Quand on entend ce son-là, on sait très bien que ce qui va suivre est du jazz, que ce soit la Panthère Rose ou Coltrane. Vous voyez, on est vraiment dans cet univers de son parfaitement typique. Alors, à cette époque, les batteurs travaillent beaucoup dans de grands théâtres pour le cinéma. Alors, le cinéma n'a été ni muet ni parlant. Tout ça, c'est de la propagande. Le cinéma dit muet a toujours été sonorisé par des musiciens. Dans les grands théâtres, c'était un orchestre symphonique par cinéma. Et dans les endroits les plus petits, les plus populaires, où on passe le film sur un drap, il y a un vieux piano et un joueur de caisse claire, au minimum. Ce qu'on a appelé le cinéma parlant, en fait, c'est du cinéma sonorisé mécaniquement, la bande-son étant enregistrée au préalable et faisant partie intégrante de la bobine. C'était une avancée technologique évidemment très, très spectaculaire qui a permis beaucoup de choses, mais qui malheureusement a fait disparaître un spectacle qui était tout à fait extraordinaire d'un film sonorisé par un orchestre symphonique en direct. Quand j'étais gamin, j'ai eu un vieux prof de percussion qui avait connu ces cinémas d'avant-guerre. Le premier film sonorisé directement, mécaniquement, c'est le chanteur de jazz Al Jolson, 1927. En 4 ans, pas beaucoup plus, toutes les salles de cinéma, d'Amérique en tout cas, mais aussi d'Europe, de Chine, de Russie ou du Japon, étaient équipées avec ces nouveaux systèmes de diffusion. Ce qui a mis dehors tous les musiciens qui jouaient à l'époque dans les cinémas. 24 000 musiciens au chômage aux États-Unis en 2 ans. Vous voyez, c'était une déferlante. Et les batteurs qui, à cette époque-là, jouaient des énormes batteries avec des tas de percussions de toute nature, puisque ça servait aussi à bruiter les films. Ça servait à jouer. Alors, il y avait des cloches tubulaires, des timbales, des pelles, des klaxons, vous voyez, toute une profusion comme ça de percussions. Et ils sont obligés de réduire. Ils sont obligés de réduire parce que là, le batteur, qui était de plus en plus sédentaire, redevient nomade. Le batteur recommence à jouer dans des clubs, dans des théâtres, dans des lieux. Et donc, il faut trimballer la batterie, ce qui est quand même toujours un des problèmes numéro 1 du batteur. C'est lourd, il y a beaucoup d'objets. Donc, il fallait réunir tout ça. Et c'est là qu'apparaît les tomes. À l'origine, dans les percussions de cinéma, on avait des tomes chinois, ça s'appelait les tomes chinois. Alors c'était des fûts avec des pots cloués directement sur le fût, puis des beaux dragons rouges peints dessus, etc., qui servaient à faire des effets de jungle, vous savez, dans les films qui se passent en Afrique, avec des éléphants, tout ça. Alors donc les batteurs conservent ce tambour qui leur permet justement d'équilibrer les fréquences sonores d'une batterie. Dans une batterie, on a donc la cymbale dans les fréquences aiguës, la grosse caisse dans les fréquences graves et la caisse claire dans les fréquences médium. Avec les tomes qu'on peut régler de manière très différente, on a un lien entre la grosse caisse, le tome plus aigu, la caisse claire, et là, la batterie va commencer à se standardiser.
Elle se standardise sous l'influence de Gene Krupa, qui était le grand batteur star des années 40, et qui demande au fabricant de batterie Slingerland de fabriquer des toms qui soient comme des caisses claires, c'est-à-dire avec des clés de réglage, et qui permettent de les régler avec beaucoup de précision. Alors c'est un batteur vedette, il est virtuose, il est charismatique, on commence à le voir à la télé, c'est les débuts de la télévision. Quand il a quitté le groupe de l'orchestre de Woody Herman, ça faisait la une des journaux. Vous voyez, aux États-Unis, c'était carrément un événement, quoi. C'était un peu comme pour nous, Zidane signe au Real de Madrid. Vous voyez, c'est ce genre un événement populaire. Vous voyez. Alors, à partir de là, on a le tom basse posé au sol, un tom médium ici, dont je ne me sers pas parce que je l'ai remplacé par autre chose, et la batterie se standardise sous cette forme, qui est encore la forme actuelle de la batterie standard. Alors moi, justement, ça fait longtemps que les tomes médiums m'ennuient. Et moi, du coup, j'ai commandé à un luthier une petite caisse claire que j'appelle écossaise, dans le sens où elle est très aiguë, très fine. Et c'est Thomas Antoine, qui est un batteur amateur, mais un ingénieur acousticien de métier, et fin ébéniste aussi, et qui a découvert finalement la première amélioration acoustique d'un tambour depuis environ un siècle et demi. Voyez. Son système consiste à couper le tom entièrement dans sa largeur. Il y a deux éléments séparés. Et au milieu, ce que vous avez ici, c'est un évent acoustique d'amplification. Et il fabrique comme ça des batteries entières qui sont absolument magnifiques. C'est des très beaux objets et surtout très intéressants à jouer parce que le son se diffuse autant sur les côtés qu'au-dessus et en dessous. C'est pas très évident avec ce petit tambour, parce que là, on est dans des fréquences tellement aiguës que finalement, on voit pas trop la différence, mais avec une batterie entière, c'est assez saisissant. Et donc, moi, j'essaye de retrouver l'esprit des batteries anciennes, avec donc cette caisse claire écossaise, le tambourin, qui est une des percussions les plus anciennes aussi de l'histoire de l'humanité, et cette petite cymbale coréenne qui s'appelle un kwengari, qui m'a été offert par Yoon Sun-na, j'en suis pas peu fier, c'est un très beau cadeau. Et cette cymbale qui est totalement traditionnelle, qui fait partie des orchestres de percussion traditionnels de Corée du Sud.
Alors, je vais finir avec l'élément qui est à la fois le plus ancien et le plus moderne de la batterie, qui est la peau. On appelle toujours ça une peau chez nous en français. Il se trouve que cette peau est en plastique depuis les années 50. Évidemment, depuis les origines, il s'agit de peau animale. On pourrait remplir un zoo avec les animaux qui ont un jour donné leur peau pour un tambour. Le veau, beaucoup, la chèvre aussi, bien sûr, le poisson, le loup, le requin, un nombre absolument incroyable, à peu près tout ce qui a une peau a servi un jour à s'installer sur un tambour, jusqu'à l'oreille d'éléphant ou l'aile de chauve-souris. Alors, au début, dans les années 20, justement, dans cette explosion de fabrication de batteries, c'est une grosse logistique. Les fabricants de batteries sont branchés directement avec des abattoirs qui les fournissent en peau de veau pour la peau de frappe et en peau de veau mornée pour la peau de résonance, qui doit être plus fine que la peau de frappe. Alors vous voyez, tout ça, c'est lourd. Pendant la guerre, les bombardiers américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardiers américains voulaient pouvoir filmer les impacts des bombardements. À cette époque-là, les caméras sont équipées de pellicules en cellulose, qui est un matériau très inflammable. Alors, ce n'est pas franchement l'idéal, évidemment, d'embarquer des caméras qui peuvent exploser et prendre feu dans des avions qui se font tirer dessus par la DCA allemande. Et l'armée américaine demande aux chimistes Dupont de Nemours de fabriquer des pellicules photo ininflammables. Et ils découvrent un matériau qui s'appelle le mylar, qui est une feuille de plastique qui, effectivement, ne prend pas feu, ne pratique pas de flamme. Quand on met le feu à une plaque de mylar, elle se consume sans s'enflammer. Les Américains fabriquent donc des millions de kilomètres carrés de mylar qui servent absolument à tout, qui servent aussi à emballer, c'est le plastique alimentaire, vous voyez, quand on emballe des aliments avec, c'est du mylar. À l'époque, j'ai vu un petit film de pub pour vanter les qualités du mylar qui date de 1950, où on voit un carré d'un mètre, un mètre sur un mètre, avec une feuille de mylar, et le type envoie une boule de bowling de toutes ses forces dedans, qui ne perce pas le mylar, et le mylar reprend sa forme après. Alors évidemment, il y a quelques batteurs qui ont regardé ça d'un air dubitatif, puisque le problème des percussions et des batteries notamment, ça a toujours été la peau animale qui réagit à l'hygrométrie. Dans les années 50, il y a de plus en plus de captations télé. Les plateaux de télévision de cette époque ont des éclairages extrêmement violents. La chaleur est dingue. Et ça écrase toutes les peaux. Les peaux de batterie s'affaissent à cause de la chaleur. Beaucoup de choses ont été tentées, des vernis, des systèmes, des cires, des tas de choses. Rien ne fonctionne. La peau réagit naturellement à son environnement. Et c'est là où un batteur italien du nom de Remo Belli a l'idée de fabriquer des pots de batterie avec du mylar. Au début, ça fait hurler les batteurs, parce qu'en fait, c'est moins beau. Vous voyez, la peau animale, c'est beaucoup plus beau. Mais le mylar, c'est très solide, ça réagit absolument pas à l'environnement, c'est quasiment gratuit, et en plus, on est au début du rock'n'roll, on est au début de l'amplification, et les batteurs voient aussi l'occasion d'avoir 20 ou 30% de son en plus. Parce qu'une peau plastique, ça sonne plus fort. Et là aussi, un peu comme pour le cinéma, les batteries industrielles vont être équipées en peau plastique très très rapidement, en quelques années. Alors les peaux animales ne disparaissent pas. Elles sont encore utilisées de temps à autre, de moins en moins, parce que c'est très cher, c'est fragile, ça casse, les peaux plastiques, faut y aller pour percer ça, c'est vraiment très très solide. Et puis ça évite aussi de massacrer des animaux pour équiper des tambours, ce qui après tout est aussi une question. Et donc la batterie, à partir des années 50, après des millénaires de peau animale, la peau animale c'est quelque chose qui a vécu, vous voyez, qui a du souffle, qui a une âme.
Et à partir des années 50, la batterie adopte la modernité, l'efficacité du plastique. Voilà. Alors, quand sera la batterie? Donc la batterie existe maintenant depuis 120 ans à peu près. On peut se demander ce que sera la batterie dans un siècle et demi. Il est tout à fait possible qu'elle survive, puisqu'elle a survécu déjà à beaucoup de choses, notamment à l'invention de la batterie électronique, de la boîte à rythme, comme on disait à l'époque. Alors le premier tube avec une boîte à rythme, c'était en 72, qui portait ce titre prémoniteur « Why can't we live together ?» Pourquoi ne peut-on pas vivre ensemble? Et effectivement, c'est tout à fait le propos. À l'époque, on disait c'est terrifiant, les batteurs vont disparaître. La machine fait ça très bien, elle ne ralentit pas le tempo, elle ne demande pas de pause déjeuner, et quelqu'un ajoutait même ne pars pas avec ta copine après la séance d'enregistrement. Et effectivement, pendant très longtemps, les batteurs ont été... C'était carrément une race en voie de disparition. Et les batteries aussi, d'ailleurs. Et en fait, les batteurs sont revenus, les batteries aussi. Maintenant, on a en fait comme deux mondes parallèles, des musiques qui sont faites avec des batteries synthétiques et des musiques qui sont faites avec de vrais batteurs. Voilà. Et donc, peut-être que dans un siècle et demi, un zozo comme moi à Paris 8, s'il existe encore, vous fera les 2 siècles de l'histoire de batterie. Voilà, merci beaucoup.